Donc l'agenda, on va voir l'indication de la polygraphie, on va voir quelle est la faisabilité à domicile de la polygraphie avec donc cette nouvelle solution, et puis on verra des cas cliniques avec trois chapitres, on va dire l'obstruction des voies aériennes supérieures, les asynchronies patient-ventilateur et les asynergies respiratoires. Donc, quand est-ce qu'on doit proposer une polygraphie? Comme l'a dit le docteur Perrin, la polygraphie, c'est quand même un monitorage avancé et on est d'accord sur le fait que c'est sûrement pas un examen qu'on va proposer à tous les patients systématiquement. Le monitorage de base, c'est de regarder les courbes de pression, débit patient et fuite, ou alors pression, débit total, puisque le docteur Perrin nous a bien expliqué que le débit total, c'est-à-dire le débit qui sort du ventilateur, peut être séparé entre débit patient et fuite. Donc, on peut très bien interpréter soit la courbe jaune uniquement, soit la courbe bleue et la courbe de fuite. Et le monitorage avancé consiste à rajouter donc les sangles thoraciques et abdominales. Alors, à quel moment il faut y penser? Eh bien, si on réfléchit aux problèmes fréquents en VNI, je crois que le premier problème en VNI à domicile, ce sont les fuites non intentionnelles. Mais clairement, on n'a pas besoin d'une polygraphie pour diagnostiquer des fuites non intentionnelles. Et la solution, on sait très bien, c'est de réévaluer l'interface ou de rajouter, par exemple, une mentonnière si on est sur un masque nasal. Le deuxième problème qui survient, ce sont les obstructions des voies aériennes supérieures. Et généralement, ces obstructions sont d'origine oropharyngée. Donc, la solution, ça va être d'augmenter la PEP, ou si on suspecte que l'obstruction est liée au masque facial, ben, probablement de changer l'interface. Néanmoins, il y a des obstructions atypiques, on vient de le voir, qui peuvent être laryngées, où là, l'augmentation de la PEP ne va pas être efficace. Troisième problème important, l'hypoventilation, la persistance d'une hypoventilation alvéolaire nocturne, pour lequel la solution, ben, ça sera d'augmenter la ventilation, donc soit d'augmenter la PIP, soit d'augmenter la fréquence de sécurité, soit éventuellement de régler un volume cible. Et le quatrième problème, ce sont les asynchronies patient-ventilateur, pour lesquelles on va ajuster principalement les triggers et la pente. Alors, quand il s'agit des obstructions de l'hypoventilation ou des asynchronies, on a vu un petit peu la première ligne pour régler le problème, mais quand la première ligne ne suffit pas, si le problème persiste, je crois que ça relève d'une indication de la polygraphie. Donc clairement, dans ma pratique, je place la polygraphie comme un examen de deuxième ligne qui ne doit pas être fait probablement chez tout le monde, mais qu'on va faire volontiers quand, on va dire, la première ligne de traitement ne suffit pas. Alors la question, c'est est-ce que c'est faisable à domicile? Le docteur Perrin nous a bien dit que quand on utilise un polygraphe pour faire ça, c'est un peu difficile à domicile. Et est-ce que cette nouvelle solution permet de simplifier les choses? Il y a une étude récemment qui vient d'une équipe polonaise qui a étudié un petit peu la faisabilité de ce qu'ils appellent un monitorage complet à domicile. Et ce qu'ils appellent un monitorage complet, c'est l'association d'une polygraphie et d'une capnographie transcutanée. Donc, ils ont inclus 18 patients qui étaient en VNI à domicile depuis plus d'1 an, considérés comme stables. Et l'installation du matériel, de la mesure, a été faite à domicile par une éducation, par une infirmière, qui a éduqué le patient à utiliser le matériel. Donc, ils ont utilisé un capnographe de type Syntec, un polygraphe, on va dire conventionnel de type Nox, et un oxymètre de type Nonin. Et donc, comment ils ont jugé de la faisabilité? Eh bien, la faisabilité était jugée excellente si la durée d'analyse correspondait parfaitement à 100% de la durée d'enregistrement, donc s'ils arrivaient à interpréter toute la durée d'enregistrement. La faisabilité était plutôt considérée comme bonne si la durée d'analyse était supérieure à 80% de la durée d'enregistrement, correcte entre 60 et 80% et insuffisante en 60%. Ils ont inclus donc 18 patients, principalement des patients qui avaient une kyphoscoliose, un syndrome obésité-hypoventilation ou une BPCO, des patients qui avaient une bonne compliance, donc qui étaient bien habitués à leur traitement, qui restaient
un peu hypercapniques pour la plupart, et on va dire avec des pressions sérieuses, hein, des pressions qui semblent efficaces. Alors voilà les résultats. Concernant la capnographie transcutanée, sur les 18 patients, la faisabilité a été bonne dans 14 cas, hein, et ils ont échoué, donc la faisabilité a été considérée comme insuffisante dans 4 cas sur 18. Concernant la polygraphie, c'est-à-dire la sangle thoracique et abdominale, ben en fait la faisabilité a été excellente ou bonne dans la plupart des cas, sauf un patient qui a eu un problème sur la sangle abdominale. Et c'est la même chose pour la SpO2, où la plupart des patients ont une très bonne faisabilité, et pour le capteur de débit, puisqu'il y avait un capteur de débit. Donc, on voit très bien que ce qui pose problème, c'est la capnographie transcutanée, hein, et les prestataires le savent très bien. Faire une capnographie transcutanée à la maison, c'est assez compliqué, il y a pas mal d'échecs, et on voit que en fait, la polygraphie et l'oxymétrie nocturne posent beaucoup moins de problèmes. De façon intéressante, dans cette étude, il n'y avait pas de différence de résultat entre les patients qui vivaient seuls chez eux ou ceux qui étaient accompagnés par un membre de la famille. Donc aujourd'hui, si vous voulez faire une polygraphie à la maison avec la solution donc de Breas, ben les choses sont encore plus simples parce que on n'a plus besoin d'un capteur de débit proximal, puisque c'est le capteur de débit du ventilateur qui va mesurer le débit et la pression, et donc on va comme ça pouvoir interpréter les choses sur les courbes habituelles. Et donc le patient va devoir mettre une sangle thoracique, une sangle abdominale qui va être accordée avec un petit câble sur un boîtier, lequel boîtier va être connecté à l'arrière du ventilateur. Et en plus de ça, on va rajouter donc un capteur d'oxymétrie qu'on connecte aussi à l'arrière du ventilateur, et tout va être enregistré sur la carte de l'appareil. Donc, dans ma pratique, effectivement, c'est quelque chose que maintenant on peut tout à fait envisager à la maison. C'est le technicien qui travaille pour le prestataire qui va aller installer et expliquer ça aux patients, et on a très très peu d'échecs, hein. Les seuls échecs qu'on peut avoir, c'est si le patient ne serre pas assez une des sangles, où on aura à ce moment-là une perte de signal. Alors on va voir des cas cliniques. Donc un petit rappel, mais ça a été déjà très bien abordé précédemment. À quoi ressemble ce signal donc sur les sangles d'effort quand les voies aériennes sont ouvertes? Eh bien, comme vous le savez, quand on respire principalement avec le diaphragme. Le diaphragme va se déplacer vers le bas, et ce faisant, il va élargir le diamètre donc abdominal, et en même temps l'air va rentrer dans le thorax et donc élargir le diamètre thoracique, et c'est pour ça que au cours d'une inspiration, eh bien on a une augmentation du signal à la fois sur la sangle thoracique ici en rose et sur la sangle abdominale ici en noir. Et puis à l'expiration, ben, c'est le contraire. Le diaphragme remonte et donc reprend sa position d'équilibre. De ce fait, le diamètre de l'abdomen va diminuer, et comme l'air ressort de la cage thoracique, eh bien le diamètre du thorax va diminuer, et c'est pour ça qu'à l'expiration, on a une diminution du signal à la fois thoracique et abdominal. Alors, il faut bien concevoir que quand on a une augmentation du signal sur la sangle thoracique, ça veut dire une inflation du thorax, mais qui peut être déclenchée. Quand la sangle thoracique augmente, ça veut dire qu'il y a une inflation du thorax, mais on ne peut pas prédire si c'est un effort du patient ou une inflation passive. Donc, comment on peut le voir? Vous savez que quand on monitore sur le logiciel de Breas, eh bien, on a un code couleur en haut qu'on appelle le déclenchement. Vert, ça veut dire que le cycle est déclenché par le patient. Jaune, ça veut dire que le cycle est déclenché par la fréquence de sécurité, c'est-à-dire par le ventilateur. Et vous voyez sur ce schéma que quand le cycle est déclenché par le patient, ce qui se passe en premier, c'est une augmentation du signal sur la sangle thoracique, puisque c'est le patient qui initie l'effort, et c'est suivi par
le cycle mécanique. Alors que quand c'est un cycle contrôlé par le ventilateur, eh bien, les choses sont inversées, c'est-à-dire que ça commence par le cycle mécanique et que l'augmentation du signal survient secondairement. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire la différence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a une obstruction des voies aériennes supérieures? Eh bien, on l'a vu avec le docteur Perrin, quand on a une obstruction des voies aériennes supérieures, si le patient fait un effort diaphragmatique, le diaphragme va aller vers l'abdomen, donc on aura une augmentation du diamètre abdominal, et comme il n'y a pas d'air qui rentre dans le thorax, on aura une diminution du calibre donc du thorax. Et c'est pour ça que une obstruction des voies aériennes avec effort se manifeste par une sangle abdominale qui a un signal vers le haut, alors que la sangle thoracique a un signal vers le bas. C'est ce qu'on appelle l'opposition de phase. Et puis, on a vu qu'il y avait certains cas où, pendant l'obstruction, il n'y avait pas d'effort sur les sangles, pas de mouvement sur les sangles, et donc ça suggère donc un mécanisme d'obstruction centrale, c'est-à-dire une diminution de la commande ventilatoire. Alors, on va voir ce cas clinique. Monsieur Giovanni, il a 67 ans, il a un syndrome obésité-hypoventilation, un IMC à 36. Il est ventilé sur une Vivo 45 avec un masque facial. Et donc, comme on l'a vu avec le docteur Perrin, quand on analyse les événements, la première chose, ça va être de chercher un événement sur la saturation. Donc, on voit qu'il y a effectivement une diminution de la saturation et on va remonter un tout petit peu en arrière pour chercher l'événement respiratoire. Et ici, effectivement, si je remonte quelques secondes en arrière, je vois qu'il se passe un événement sur la courbe de débit patient, c'est-à-dire qu'on a une diminution du débit inspiré et du débit expiré. Donc, ça suggère une obstruction des voies aériennes supérieures. Mais à ce stade-là, on ne peut pas l'affirmer parce qu'on a vu tout à l'heure aussi que si on a une fuite non intentionnelle, on peut avoir exactement la même chose sur le débit patient. Donc, il faut jeter un coup d'œil sur la courbe de fuite et sur la courbe de pression pour s'assurer que ce ne soit pas une fuite. Donc, non, il n'y a pas d'augmentation des fuites, il n'y a pas de diminution de pression. Donc, cette diminution du débit correspond bien à une obstruction des voies aériennes supérieures. Et finalement, notre regard va porter sur les sangles pour voir est-ce qu'il y a des efforts pendant cet événement. Donc, je vais zoomer un petit peu, c'est le même événement, et vous voyez qu'effectivement, pendant l'événement, on a des efforts au niveau de la sangle abdominale et de la sangle thoracique, et vous voyez que les efforts sont en opposition de phase. Donc, cet événement, c'est une obstruction des voies aériennes supérieures avec effort, et on voit que le diaphragme a une force normale, puisque c'est bien la sangle abdominale qui augmente, donc on a un effort diaphragmatique tout à fait normal. Donc, comment on peut prévenir ce genre d'obstruction? Tout le monde le sait bien, il va falloir augmenter la PEP. Donc, par exemple, ce patient, actuellement, il est ventilé avec 6 de PEP et 16 de PI. Eh bien, on va, par exemple, augmenter la PEP de 1 point. On va passer 7 de PEP, 17 de PI, et on va réévaluer, parce que c'est pas sûr que l'augmentation d'un point suffise. Autre cas, monsieur Jean-Marc, qui a 60 ans, il a une SLA, il est ventilé sur une Vivo 45, masque facial. Donc, même exercice, on cherche une désaturation, on remonte un peu dans le temps, à nouveau, on voit sur la courbe de débit patient qu'il y a un écrasement du débit inspiratoire et expiratoire. On jette un coup d'œil sur la courbe de fuite, il n'y a pas de fuite, pas d'augmentation des fuites non intentionnelles, donc c'est bien une obstruction des voies aériennes supérieures. Et maintenant, on va regarder donc sur les sangles pour voir est-ce qu'il y a un effort ou pas, et on voit à nouveau qu'il y a bien des mouvements de lutte pendant la phase d'obstruction. Donc, on va un peu zoomer dessus, mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a bien des mouvements de lutte avec une opposition de phase, mais ce n'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait une augmentation du signal sur la sangle abdominale et une diminution sur la sangle thoracique, et là, c'est exactement le contraire. On a une augmentation du signal sur la sangle thoracique et une petite diminution sur la sangle abdominale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le patient a une faiblesse diaphragmatique
ou même une parésie diaphragmatique, et qu'en fait, il va lutter avec ses muscles accessoires. Donc, c'est bien une obstruction des voies aériennes supérieures avec effort, mais cet effort se fait principalement sur les muscles accessoires. Donc, on va conclure qu'il y a une parésie diaphragmatique. La solution, ça sera la même que tout à l'heure. Hein. Pour stabiliser ces voies aériennes, il va falloir augmenter la PEP. Donc, si on se résume, quand on a une obstruction des voies aériennes supérieures, si le diaphragme est normal, a une performance normale, eh bien, on aura une augmentation du signal diaphragmatique et une diminution du signal thoracique. Et à l'inverse, si on a une parésie diaphragmatique, eh bien, on aura le contraire, on aura une augmentation du signal thoracique et une diminution, une petite diminution du signal abdominal. Et puis, autre cas, Robert, 63 ans, qui a une ESLA aussi, toujours ventilé avec un masque facial. Ici, on voit très bien la désaturation. On remonte sur la courbe de débit patient et on voit à nouveau un écrasement du débit patient. On cherche, est-ce qu'il y a des fuites? Il n'y a pas de fuite. Et donc, on pense qu'il y a une obstruction des voies aériennes supérieures. Alors, on va aller voir les sangles. Et là, clairement, il n'y a aucun mouvement sur la sangle thoracique ou sur la sangle abdominale. Donc, c'est une obstruction, comme l'a dit Christophe, par défaut d'ouverture, par défaut de commande ventilatoire. Hein. Il n'y a eu aucun signal ventilatoire, donc les voies aériennes ne se sont pas ouvertes. Donc, c'est une obstruction des voies aériennes supérieures sans effort. Donc là, comment on va essayer de gérer ça? La première chose qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est de chercher, est-ce qu'on n'est pas en train d'hyperventiler notre patient avec des moments d'hypocapnie, puisque vous savez que l'hypocapnie, en particulier l'hypocapnie en phase de sommeil, entraîne une diminution de la commande ventilatoire. Et donc, si effectivement notre patient présente une hypocapnie, eh bien, il va falloir diminuer la ventilation. Et on va faire ça en diminuant soit l'API, soit la fréquence respiratoire. Si ce n'est pas une hypocapnie, et on peut néanmoins avoir ce phénomène chez un patient qui reste normaux ou même hypercapnique, eh bien on peut essayer de prévenir ces événements centraux en augmentant l'APE, mais pour être franc avec vous, ce n'est pas toujours efficace. Des fois c'est efficace, mais des fois ça ne l'est pas. Donc, pour chercher s'il y a une hyperventilation, on peut faire une capnographie transcutanée la nuit. Et vous voyez, par exemple, chez ce patient-là, que le patient a une capnographie, une PTCO2 autour de 37 le soir quand il met son masque. Et puis, dès qu'il est ventilé, la PTCO2 va baisser. Et en gros, le patient va passer toute la nuit avec une PTCO2 autour de 25-26 mm de mercure, ce qui est très bas. Et donc, on peut parfaitement concevoir que dans ce genre de situation, eh bien, ça puisse entraîner des événements centraux. En l'occurrence, ce n'est pas le cas pour M. Robert. Quand on lui a fait une PTCO2 nocturne, eh bien, il n'y avait pas d'hypocapnie. Alors, vous savez que la capnographie transcutanée, c'est un examen lent, c'est-à-dire que ça peut masquer des hypocapnies brèves, mais clairement, ça montrait chez ce patient qu'il n'y avait pas d'hypocapnie, en tout cas prolongée. Donc, on a plutôt joué sur l'APE. Je vous propose de voir maintenant les asynchronies patient-ventilateur. Donc, en termes de synchronisation patient-ventilateur, il existe 3 asynchronies au déclenchement du cycle mécanique, que sont le délai de déclenchement, quand il y a un délai entre l'effort du patient et le cycle mécanique, les efforts non récompensés, quand le patient fait un effort qui n'est pas suivi par un cycle mécanique, et l'autodéclenchement, c'est un cycle mécanique qui part tout seul, qui n'est pas déclenché par un effort ni par la fréquence de sécurité. Il existe 3 asynchronies qui surviennent au cyclage, c'est-à-dire à la fin du cycle mécanique. Ça peut être un cyclage prématuré, quand le ventilateur s'arrête un peu tôt par rapport à l'effort du patient, ou un double déclenchement quand le patient a 2 cycles qui se suivent, ou un cyclage retardé,
quand le cycle mécanique dure plus longtemps que l'effort du patient. Donc ces 6 asynchronies sont appelées des asynchronies de phase parce que c'est des asynchronies dans le temps entre l'effort du patient et le cycle mécanique. Et puis il existe 2 autres asynchronies qui sont des asynchronies en débit, donc qui surviennent en cours de cycle mécanique. Soit le débit fourni par le ventilateur est insuffisant par rapport à la demande du patient, ou au contraire, il est trop important. Donc la polygraphie va être utile pour diagnostiquer les asynchronies de phase. Mais ce n'est pas avec la polygraphie qu'on va pouvoir facilement voir les asynchronies en débit. Alors un exemple, monsieur Ahmed, il a 58 ans, il est BPCO, il est ventilé donc sur une Vivo 45 avec un masque facial. Qu'est-ce qu'on voit sur la courbe de débit patient? On voit un aspect un petit peu bizarre où le patient va débuter son effort inspiratoire ici, quand le débit patient commence à augmenter, mais manifestement, le cycle mécanique ne va commencer que ici. Et si je regarde ce qui se passe sur les sangles d'effort, effectivement, on a au début du cycle de l'effort une augmentation de la sangle abdominale, donc c'est bien une contraction du diaphragme qui va entraîner ça, mais initialement, on a une diminution de la sangle thoracique parce que l'air n'est pas encore arrivé dans le thorax, donc on a plutôt un rétrécissement de la sangle thoracique, et puis à partir du moment où le cycle mécanique se déclenche, on va avoir une augmentation de la sangle thoracique. Donc ça s'appelle un délai de déclenchement, c'est-à-dire qu'il y a un délai assez long entre le début de l'effort du patient et le cycle mécanique. Autre cas, Madame Annie, qui a 68 ans, qui est également BPCO. Et ici, si on zoome un petit peu, on va voir un aspect un peu bizarre sur la courbe de débit expiratoire, avec une déformation du débit expiratoire vers la ligne de base, et puis ça reprend son cours. Et si je regarde les sangles, eh bien, il y a une toute petite augmentation de la sangle abdominale et une toute petite diminution de la sangle thoracique, mais c'est relativement discret. Alors, qu'est-ce que c'est ce phénomène? Eh bien, c'est un effort inspiratoire non récompensé, c'est-à-dire que la patiente a fait un petit effort inspiratoire, mais qui n'a pas été suffisant pour déclencher le ventilateur. Donc, le patient force et n'est pas récompensé de son effort. Donc, en fait, le délai de déclenchement et l'effort non récompensé, c'est exactement le même problème. Dans un cas, le patient force et arrive finalement à déclencher son ventilateur. Dans l'autre cas, il n'arrive pas à déclencher son ventilateur. Mais ce que je veux dire, c'est que les causes et les solutions sont les mêmes. Alors, les causes sont multiples, ce n'est pas monofactoriel, si je puis dire. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir ça? D'abord, si on a des fuites non intentionnelles, eh bien, ça va entraîner ce genre d'asynchronie au déclenchement. Deuxièmement, ça peut être dû au réglage. C'est-à-dire que si le réglage du déclenchement inspiratoire n'est pas assez sensible, le patient peut avoir un délai de déclenchement, voire des efforts non récompensés. Et les réglages aussi, si les réglages vont créer de l'hyperinflation dynamique ou aggravent de l'hyperinflation dynamique, eh bien, chez un BPCO, ça va aussi entraîner ce genre d'asynchronie. Donc, si j'utilise un cyclage qui est trop long, qui va prolonger le temps inspiratoire et probablement raccourcir le temps expiratoire, ou si j'utilise une aide inspiratoire trop élevée, eh bien, je vais favoriser l'hyperinflation dynamique et je vais entraîner ce genre d'asynchronie. Et puis, il y a des facteurs de risque liés aux patients. À nouveau, ce sont les patients qui ont une hyperinflation dynamique qui sont le plus à risque d'avoir ce genre de problème de déclenchement, mais aussi des patients qui ont des efforts inspiratoires très faibles, comme les maladies neuromusculaires, peuvent aussi avoir des problèmes d'efforts non récompensés parce qu'ils n'arrivent pas à déclencher leur ventilateur. Donc la solution dans ce cas-là, eh bien, elle dépend un peu de la cause. Bien sûr que si le problème, si c'est une asynchronie secondaire liée à la fuite, la solution, ça sera de maîtriser la fuite. Si on a l'impression que c'est un problème de réglage
avec un trigger qui n'est pas assez sensible, donc un déclenchement inspiratoire qui n'est pas assez sensible, on va augmenter cette sensibilité. Si par contre on a l'impression que le problème principal c'est un problème d'hyperinflation dynamique, eh bien on peut raccourcir le cyclage, raccourcir le TImax ou diminuer l'aide inspiratoire, ce qui va diminuer l'hyperinflation dynamique et permettre probablement de resynchroniser notre patient. On peut aussi, si on a une hyperinflation dynamique, augmenter un peu la PE de façon à mieux matcher, si je puis dire, la PEP intrinsèque. Et puis, si on a l'impression que notre patient a un effort inspiratoire faible parce qu'il est trop ventilé, à nouveau, parce que peut-être on est passé un peu dans le stade de l'hyperventilation, eh bien le fait de diminuer l'aide va augmenter la demande ventilatoire et va peut-être lui permettre de se resynchroniser. Si maintenant il a un effort inspiratoire faible parce qu'il a une maladie neuromusculaire, là ça ne changera rien. Alors si on creuse un petit peu sur l'effort non récompensé, eh bien, on peut quand même deviner un peu où est le problème. C'est-à-dire qu'ici, on a un effort non récompensé qui est évident sur la courbe de débit. Et si je regarde la sangle abdominale, on voit qu'il y a un effort important du patient. Donc, ce n'est pas un patient qui a un effort nul, c'est un patient qui a un effort important. Donc, s'il n'arrive pas à déclencher son ventilateur, c'est soit qu'il y a des fuites non intentionnelles, soit que le mécanisme de déclenchement est peu sensible. Donc, on a probablement une solution à proposer à ce patient. En revanche, ici, vous voyez aussi un effort non récompensé qui est beaucoup moins visible, qui est plus discret, on va dire. Et si je regarde les sangles, on n'a quasiment pas d'effort et pas d'augmentation de la sangle abdominale. Donc ça ressemble beaucoup plus à un patient qui a une hyperinflation dynamique ou un neuromusculaire qui a un effort inspiratoire très faible, et ça va être beaucoup plus difficile de le corriger. Autre asynchronie, Madame Katia, qui a 30 ans, elle a une myopathie, elle est ventilée sur une Vivo 45, et on voit ici sur la courbe de pression un cycle un peu bizarre qui survient un peu tôt, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il arrive aussitôt, on pensait qu'il allait arriver un peu plus tard, donc il vient un peu précocement. Et ce qui est surprenant aussi, c'est que ce cycle est court, alors que le cycle normal est beaucoup plus long. Et si je regarde la courbe de débit inspiratoire, on n'a quasiment pas de débit inspiratoire par rapport à ces cycles habituels. Et je regarde sur les sangles et je vois absolument pas d'effort et pas d'augmentation des sangles thoraciques et abdominales. Donc, qu'est-ce que c'est ce phénomène? C'est un autodéclenchement. Ça veut dire que pour le ventilateur pense que le patient a voulu déclencher, mais en fait le patient n'a fait aucun effort et il y a eu donc un cycle qui est parti tout seul, et comme le patient n'est pas réceptif et qui ne fait pas d'effort, c'est un cycle qui est avorté très rapidement, et donc il y a une durée très courte. Alors quelles sont les causes de l'autodéclenchement? À nouveau, ça peut être dû à des fuites non intentionnelles, ou si ce n'est pas le cas, ça veut dire que notre réglage de déclenchement inspiratoire est trop sensible et ça peut entraîner l'autodéclenchement. Et l'autodéclenchement, ça survient principalement chez des patients qui ont une mécanique restrictive, tout simplement parce que les restrictifs, en fin d'expiration, ils ont un débit qui rejoint la ligne de zéro, et donc c'est très sensible à l'autodéclenchement. Donc la solution, ça dépend de la cause. Si c'est des fuites, on va maîtriser les fuites, et si c'est un problème de réglage du déclenchement inspiratoire, on va diminuer la sensibilité du déclenchement inspiratoire. Je vous propose de passer aux asynchronies au cyclage. Monsieur Ahmed, 58 ans, BPCO. Ici, on va regarder donc sur le cyclage et on voit quelque chose de bizarre sur la courbe de débit patient avec une abolition du débit expiratoire. Normalement, sur une expiration normale, on a un pic de débit expiratoire et puis le débit qui revient comme ça vers zéro. Ici, on n'a pas de pic de débit expiratoire, il est amputé avec une petite bosse là. Et si je regarde les sangles, eh bien, vous voyez que l'effort du patient sur la courbe bleue, noire, se prolonge au-delà du cycle mécanique. Donc en fait, le patient, lui,
il a envie d'inspirer jusqu'ici, mais le ventilateur s'arrête trop tôt. Et c'est pour ça qu'il retient un petit peu son expiration, et c'est pour ça qu'on a cet aspect de pic de débit expiratoire qui est diminué. Donc ce phénomène, ça s'appelle un cyclage prématuré. Ça veut dire que le ventilateur s'arrête avant la fin de l'effort inspiratoire du patient. Si on regarde un peu plus loin dans la nuit, le même patient, on a un autre phénomène qui survient où on a 2 cycles coup sur coup. Donc on a un premier cycle qui est déclenché par le patient, et puis le premier cycle s'arrête, et hop, il y en a un deuxième qui survient, mais le patient n'a pas eu le temps d'expirer entre les deux. Si je regarde sur les sangles, vous voyez à nouveau que, en fait, le patient, il fait qu'un seul effort inspiratoire. Si je regarde la courbe noire, il fait qu'un seul effort inspiratoire qui couvre tout. Donc, c'est quoi ce phénomène? Ça s'appelle un double déclenchement. Le double déclenchement, c'est un effort du patient, un effort assez prolongé, qui déclenche un premier cycle, mais comme le premier cycle a un cyclage prématuré, quand le premier cycle s'arrête, le patient est toujours en train d'inspirer et il est capable d'en déclencher un deuxième coup sur coup. Donc, cyclage prématuré et double déclenchement, c'est la même asynchronie, c'est le même phénomène. Le double déclenchement, c'est la forme la plus grave du cyclage prématuré. Alors, pourquoi certains patients ont ça? Eh bien, souvent, c'est parce qu'on a réglé un réglage du cyclage, donc du trigger expiratoire, qui était trop précoce, ou qu'on a bloqué le temps inspiratoire max de façon trop courte, et donc ça limite le premier cycle. Et à nouveau, c'est un problème qui survient principalement chez les patients qui ont une mécanique restrictive, beaucoup plus souvent que chez les obstructifs. Donc la solution, elle est relativement simple. Il suffit d'allonger le trigger expiratoire pour permettre au premier cycle d'être plus long et du coup, il n'y en aura plus qu'un, ou d'allonger le Tmax. Donc, je vous rappelle que sur les ventilateurs Breas, le cyclage ou le trigger expiratoire s'exprime en chiffres 1, 2, 3, 4, 5. 1, c'est un cyclage très précoce. 9, c'est un cyclage très tardif. Donc là, on avait un patient qui avait un cyclage à 2, donc c'était très, très précoce. Eh bien, on va le rallonger en mettant 3, 4 ou 5 et le problème sera réglé. Ici, Madame Katia, donc toujours la même, qui a une myopathie. On va regarder aussi son cyclage et qu'est-ce qu'on voit sur la courbe de débit patient. On voit que ici, il y a une cassure sur la courbe de débit patient et qui va s'amortir. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je regarde les sangles, ça veut dire que à partir de ce moment-là, la patiente a fini son effort inspiratoire et tout le temps en plus, c'est une asynchronie, c'est-à-dire que la patiente aimerait bien expirer, mais que le ventilateur est toujours en phase d'insufflation. Donc c'est une asynchronie sévère et généralement assez inconfortable. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle du cyclage retardé. Le cyclage retardé, c'est quand le ventilateur est plus long ou cycle de façon tardive par rapport à l'effort du patient. Alors, dans ce cas-là, quand on voit une courbe de débit comme ça, c'est très, très probable que le cyclage soit retardé sur simplement une fuite non intentionnelle. L'air part dans la fuite et du coup, la courbe de débit n'atteint pas le mécanisme de cyclage. Donc, dans ce cas-là, c'est une asynchronie secondaire créée par des fuites, mais vous pouvez voir exactement la même chose quand on règle un réglage de cyclage trop long ou si je règle un Tmin trop long, donc j'impose un Tmin qui est trop long pour le patient. Et là, pour le coup, le cyclage retardé, ça survient beaucoup plus souvent chez des patients obstructifs. Donc la solution, ça dépend de la cause. On va maîtriser les fuites si c'est un problème de fuite, et sinon on va raccourcir le cyclage ou raccourcir le Tmin. Pour finir, on va parler d'asynergie respiratoire en voyant le cas de Monsieur Jean-Pierre, donc qui a 78 ans, il a une ESLA. Il est ventilé, il est plutôt en début de traitement, donc ventilé avec une PEA 4, une PI à 11.
Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la courbe de débit patient est normale, hein, il n'y a pas d'amortissement, on n'est pas du tout dans une obstruction des voies aériennes supérieures. On a un débit qui est inspiratoire-expiratoire qui est tout à fait correct. Par contre, on a un truc bizarre sur les sangles avec, pendant l'inspiration, une diminution de la sangle abdominale et une augmentation de la sangle thoracique. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une asynergie respiratoire. La synergie respiratoire, en gros, c'est quand le thorax et l'abdomen ne vont pas dans le même sens, alors que les voies aériennes sont ouvertes. Donc, si on reprend notre schéma, les voies aériennes sont ouvertes, donc il y a bien de l'air qui rentre dans le thorax, mais ce coup-ci, eh bien, on a une augmentation de la sangle thoracique, une diminution de la sangle abdominale, qui témoigne que l'effort inspiratoire est fait principalement avec les muscles accessoires et que le diaphragme est très faible et il est légèrement aspiré pendant l'inspiration vers le haut. C'est pour ça qu'on a une diminution du calibre de l'abdomen. Donc c'est quelque chose qui est assez rare, mais qui nous informe sur la faiblesse du diaphragme et malheureusement, il n'y a pas de sanction thérapeutique hein, quand on voit ça. On fait le constat qu'il y a une asynergie respiratoire, mais pour autant, c'est la maladie du patient et on ne sait pas traiter ça. Donc, pour se résumer, quelle est la valeur clinique de la polygraphie sous VNI? Eh bien, dans les obstructions des voies aériennes supérieures, la valeur diagnostique, elle est importante puisqu'elle va nous permettre de caractériser le mécanisme de l'obstruction entre des obstructions avec lutte, donc avec effort, ou au contraire des obstructions sans effort, donc avec une diminution de la commande ventilatoire. Et la valeur thérapeutique est importante puisque ça va déboucher sur un changement de réglage, mais ça ne sera pas le même suivant le mécanisme de l'obstruction. Donc je pense que la valeur clinique des sangles est importante. Dans les asynchronies patient-ventilateur, les sangles vont apporter une information complémentaire par rapport aux courbes de pression et de débit. Mais pour être honnête, si vous maîtrisez parfaitement les courbes de pression et de débit, vous n'avez pas toujours forcément besoin des sangles, mais c'est sûr que c'est une aide supplémentaire. Et là aussi, la valeur thérapeutique elle est importante parce qu'on a vu, pour chaque asynchronie, on va avoir des réglages à changer, donc la valeur clinique est importante. Pour ce qui est des asynergies respiratoires, il y a une valeur diagnostique importante puisque c'est le seul examen qui nous permet de voir la synergie respiratoire. Par contre, il n'y a pas de valeur thérapeutique parce qu'il n'y a pas de traitement de ce phénomène. Donc, la valeur clinique est un peu moindre. Donc, pour conclure, la polygraphie, pour moi, c'est un monitorage avancé de la VNI qu'on va garder en deuxième intention, hein, quand le monitorage classique ne suffit pas et qu'il reste des problèmes. Avec la solution donc connectée au ventilateur, c'est tout à fait faisable et même facilement faisable à domicile, sans que ce soit trop compliqué ni pour le patient ni pour le prestataire. Et la valeur clinique est importante pour caractériser les obstructions des voies aériennes supérieures, pour diagnostiquer les asynchronies patient-ventilateur et pour diagnostiquer les asynergies respiratoires. Voilà, je vous remercie de votre attention. On m'a demandé, avant de passer aux questions, d'annoncer le prochain webinaire de Breas. Donc, ça sera la semaine prochaine, le mardi 23, même endroit et même heure. Et le thème, ce sera donc, la mobilisation thoracique et l'aide à l'atout, de la théorie à la pratique. Et les orateurs, ce sera le professeur Hélène Prigent, qui est experte dans ce sujet, qui travaille à Garches, et qui sera accompagnée de 2 kinés experts aussi dans ce sujet, qui sont très expérimentés, Mathieu Lacombe et Mathieu Delorme. Merci pour votre attention, et je rends la parole à Karl. Merci beaucoup, Dr Arnal. Vous n'avez pas branché la caméra pour le moment, mais on va quand même aller vers les questions. Bon, voilà, ça y est. Il y a plusieurs questions qui sont arrivées là. Par exemple, est-ce valable de monitorer un patient avec une Vivo 45 s'il est ventilé à domicile avec un ventilateur d'un autre fabricant?
Alors oui, c'est tout à fait possible, hein. On peut très bien imaginer, parce que la Vivo 45, c'est quand même un niveau 2. Donc, on peut très bien imaginer un patient qui est sur un ventilateur de niveau 1, qu'on n'a pas forcément envie de mettre sur un niveau 2 en permanence, mais pour autant qu'on a envie d'explorer. Donc, c'est tout à fait possible d'utiliser ce ventilateur sur une nuit. Hein, donc, ça va nécessiter quand même de faire une adaptation, de lui reproduire les réglages, peut-être d'affiner un peu certains réglages, et puis sur une nuit, de lui faire cet enregistrement. Et bien sûr, si on utilise des pressions et des triggers similaires, eh bien, les informations qu'on en tirera, on pourra s'en servir pour le réajuster sur son ventilateur de niveau 1, que ce soit une Vivo 1 ou autre chose. Merci. Puis une autre question, la capnographie peut-elle orienter le diagnostic d'hyperinsufflation dynamique? Avez-vous d'autres pistes sur la lecture des courbes débit-pression avec sangle pour les identifier plus précisément? Alors la capnographie, non. Je ne crois pas qu'avec une capnographie, on puisse identifier l'hyperinflation dynamique. Par contre, sur les courbes, oui, hein, notamment sur la courbe de débit patient. On regarde l'expiration, la partie expiratoire de la courbe de débit patient. Et si le patient a une hyperinflation dynamique, eh ben on verra que le débit expiratoire ne revient pas à zéro, c'est-à-dire ne revient pas à la ligne de base en fin d'expiration. Ça suggère fortement une hyperinflation dynamique. Merci. Une autre question. Bonsoir et merci pour le webinaire, très intéressant. En tant que prestataire de services à domicile, nous sommes régulièrement amenés à réaliser des capnographies sous PPC. La polygraphie avec capnographie intégrée peut-elle être réalisée au domicile du patient et puis transmise au médecin prescripteur pour interprétation? Cela permettrait de contrôler plus efficacement l'évolution et la correction du traitement au domicile. Qu'en pensez-vous? Alors, j'ai pas cette expérience et je vais vous renvoyer la question. Karl, est-ce que sur la Vivo 45 telle qu'elle est aujourd'hui, on a un mode PPC? On a un mode PPC, oui. Mais ici, je pense que peut-être la question est plutôt sur la VNI. J'ai l'impression que monsieur le fait déjà avec des patients sous PPC, mais peut-être la question est plutôt si c'est faisable pour des patients sous VNI. Alors, j'ai pas compris la question. Vous pouvez la répéter? Si c'est faisable de réaliser une capnographie intégrée au domicile du patient et puis transmettre les résultats au médecin prescripteur. D'accord, oui, bien sûr. Hein. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, même sur la Vivo 45, de connecter le capnographe avec le ventilateur et du coup, vous allez pouvoir récupérer et lire sur le logiciel du ventilateur la capnographie transcutanée. Donc, vous aurez tous les signaux sur la même page, ce qui est quand même intéressant. Hein, c'est une solution qui est récente. Hein. Jusqu'à présent, on avait d'une part le rapport de la capnographie et d'autre part le rapport du ventilateur. Maintenant, on peut combiner tout ça. Il suffit de connecter les deux appareils. Merci beaucoup. Une autre question. Plus nous surveillons, plus nous allons probablement trouver. Devons-nous tout corriger? Alors ça, c'est vrai. Plus on monitore et plus on trouve des choses et plus on gagne en modestie, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que notre ventilation, elle n'est pas parfaite. Hein. Et il y a plusieurs études récentes qui ont montré qu'on est loin de la perfection en ventilation à domicile. Et ben oui, ça permet de voir où sont les problèmes. Je ne dis pas qu'on arrivera toujours à les résoudre, non, il y a toujours des problèmes qu'on n'arrivera pas à résoudre malgré tous nos efforts, mais je pense que l'objectif, c'est d'essayer d'optimiser les réglages pour que la ventilation soit la plus efficace possible et la mieux supportée possible.
hein, mais comme tout le monde sait, le problème numéro 1 en VNI à domicile, ce sont les fuites. Et les fuites, ça relève pas de réglage, hein, on ne pourra jamais optimiser les réglages pour qu'il n'y ait pas de fuite. Ça relève de l'éducation du patient, du choix du masque, etc. Et tout ça, c'est important, hein, tout se lie. Puis il y a encore 2 questions. Il y a une question, l'effort intracellulaire, il y a écrit, mais intracycle, je pense, dépendrait-il d'un cyclage prématuré ou précoce? Merci. Alors, l'effort intracycle, non, si vous avez un effort pendant le cycle mécanique, ça veut dire que le patient n'a pas assez de débit. Donc, ça peut vouloir dire que la pente est un peu trop longue et ou que l'API est trop faible. Donc, on aura tendance, d'une façon ou d'une autre, à augmenter le débit. Si on a un cyclage précoce, comme c'est suggéré, on aura un effort qui se prolonge après le cycle mécanique, avec cet aspect-là de débit expiratoire qui est amputé. Ça témoigne d'un cyclage précoce. Merci beaucoup. Puis la dernière question, une question à vous deux, je dirais. Pensez-vous que la titration avec les sangles d'effort ou l'utilisation avec les sangles d'effort peut raccourcir le temps d'hospitalisation ou de titration? Quelle est votre expérience? Christophe, je te laisse répondre à ça. Si je ne suis pas d'accord, active ton micro par contre. Vous m'entendez là? Oui. Est-ce que la sangle d'effort, est-ce que le monitorage avec les sangles peut ralentir les choses? Moi, je crois pas forcément. Je crois pas forcément. Je crois que la mise en place d'une ventilation non invasive passe par, je veux dire, encore une fois, une expertise clinique, le temps tout à fait important de ce moment initial, c'est la titration de l'aide inspiratoire. Et à partir de là, de la sensibilité du déclenchement, avec le sensibilité de rigueur inspiratoire, la PEP, ensuite l'introduction de la fréquence respiratoire, etc. Donc je crois que déjà cliniquement, il est très important en situation diurne et en situation d'éveil d'avoir une excellente, je dirais un excellent contrôle de la ventilation. Tous les ventilateurs aujourd'hui, c'est le cas bien entendu de Breas, proposent la possibilité de monitorer en direct pression et débit. Et je pense que justement, quand on est un petit peu féru de polygraphie, déjà avec pression et débit, on peut avoir une bonne idée quand même du synchronisme patient-machine sans avoir forcément les sangles. Et par contre, dans ma pratique, je pense que, enfin mon point de vue en tout cas, je pense que c'est pas forcément utile de vouloir pousser immédiatement et très rapidement un patient qui est chronique d'ailleurs, chez qui on met en place une ventilation non invasive, de le pousser trop rapidement à la ventilation nocturne. J'insiste beaucoup auprès de mes collègues, et je fais ça depuis 30 ans, j'attends d'avoir un excellent contrôle, une bonne tolérance en situation diurne avant d'introduire une ventilation nocturne. Et encore une fois, je pense qu'il n'y a pas d'urgence à introduire une ventilation nocturne. Il faut vraiment que ça se passe. D'abord, c'est anxiogène, hein, il faut le savoir. On a des patients insuffisants respiratoires qui... Ça a coupé? Non. Des patients insuffisants respiratoires qui peuvent être chez qui la ventilation nocturne d'emblée peut être assez anxiogène. Donc voilà, je pense qu'il y a tout le temps. Et que dans un deuxième temps, une fois que la ventilation diurne est efficace, une fois qu'on a lancé la ventilation nocturne, à ce moment-là, effectivement, la polygraphie va forcément être intéressante. C'est le gold standard du monitorage. Donc on va voir tout de suite des choses. Mais au départ, je pense qu'il ne faut pas être trop exigeant non plus avec cette polygraphie respiratoire, parce que sur une initiation, si on la fait trop tôt, cette polygraphie, je pense qu'on risque d'être perdu dans pas mal d'anomalies. Je pense que dans un premier temps, l'important, c'est de corriger les échanges gazeux et de faire en sorte que cette ventilation non invasive ne soit pas trop mal vécue sur le plan du sommeil. Voilà.
Je ne sais pas Merci quel est beaucoup. ton avis, Jean-Michel. Docteur Arnald? Alors, je partage ton avis sur la question. Je partage pas ton avis, bien sûr, sur l'entraînement des urnes pour aller la nuit, parce que on a une pratique tellement différente. Moi, je suis réanimateur, et les réanimateurs, c'est des gens pressés. Donc, en gros, dès le premier soir, le patient, il a la VNI la nuit, et il a intérêt de la supporter, sinon on n'est pas content. Donc, c'est vrai. Mais par contre, là où je partage tout à fait ton avis, c'est que la mise en route, la période hospitalière, le but c'est de trouver des réglages confortables et bien supportés, que le patient arrive à s'endormir avec, et je crois que la polygraphie viendra que secondairement, une fois qu'on aura vérifié qu'il n'y a pas trop de fuite, que les réglages sont efficaces, que les premières choses vont bien, etc. Et ça, c'est après le retour à domicile. Donc moi, je ne fais pas de polygraphie lors de la période hospitalière dans la mise en route. Là-dessus, on se rejoint. Alors, je voudrais rebondir sur une chose, c'est que le personnel infirmier en réanimation et sur un service de médecine n'a rien à voir, cher ami. Sûrement. Donc, tu as un IDE ou une IDE pour 4, et que j'ai au mieux déjà à Monaco, c'est pas mal, parce que j'ai un ou une IDE pour 8-9 patients, tu vois. Donc, tu peux faire plus de choses en réanimation, et sans surveillance sur un service de médecine, de lancer une VNI très rapidement la nuit sur un service de médecine avec peu d'infirmières ou peu de surveillance, c'est un problème, quand même. Bien sûr. Eh bien, ce n'était pas la dernière question. Il y en a encore une là, qui vient d'arriver. La Vivo 45 permettant les deux solutions, quelle est la plus fiable, la CO2 transcutanée ou le TCO2? Ah, c'est une très bonne question, effectivement. Alors, le TCO2, donc c'est le CO2 expiré. Il n'est pas du tout fiable sur une ventilation à fuite. Alors déjà, il n'est pas du tout fiable en VNI en général, parce qu'il y a forcément des fuites, c'est-à-dire que tout le volume expiratoire ne passe pas à travers le capteur. Et sur une VNI à fuite, bien sûr, c'est encore pire, puisque l'air expiratoire part dans la fuite. Donc il n'y a vraiment aucun intérêt à faire de l'ETCO2 sur une VNI à fuite. Si maintenant vous faites de la VNI à valve et vous placiez le capteur entre le masque étanche et la valve expiratoire, c'est un peu plus fiable, mais vous savez très bien qu'il y a un gradient entre le CO2 expiré et la PaCO2, que ce gradient il dépend des anomalies du rapport ventilation-perfusion et que chez nos patients, la plupart du temps, ils ont des anomalies comme ça. Donc, en fait, utiliser le TCO2 pour prédire la PaCO2, c'est extrêmement compliqué. Hein. C'est peut-être valable chez des patients qui ont un problème de paroi thoracique, donc un poumon normal, qui ont un problème de paroi thoracique, à condition qu'il n'y ait absolument pas de fuite. Et à ce moment-là, vous allez utiliser la tendance, pas la valeur absolue, mais la tendance, pour voir si effectivement on a l'impression que la nuit, il y a des augmentations de TCO2. Mais vous voyez, c'est très compliqué. Donc, dans la pratique courante, on utilise la capnographie plutôt transcutanée. Si tu me permets, Jean-Michel, il y a aussi un autre élément, c'est qu'on travaille sur des patients insuffisants respiratoires. Le volume courant est très bas. En plus de ça, il y a des problèmes d'espace mort qui, je crois, fait très clairement. Alors, je suis toujours très admiratif de ta pondération. Je serai un peu plus incisif sur le fait que le TCO2 n'a pas de place pour le monitorage du CO2 dans la VNI, pour les raisons que tu as dites, plus la problématique de l'espace mort, plus la problématique du volume courant qui est très bas. Et toutes les études qui ont été faites montrent un décalage très important entre le niveau de P petit a CO2 et le TCO2 qui fait de cet appareillage un mauvais outil de monitorage du CO2 sous VNI. Et je crois qu'il faut vraiment, je reviens un petit peu sur ce que l'on avait écrit avec Somno VNI, sous la plume de Jean-Paul Janssen, on avait effectivement fait quand même l'apologie de la capnométrie transcutanée pour le monitorage du CO2 dans la VNI. Je pense que c'est important et je crois qu'il faut qu'on soit clair. Alors en réanimation, tu peux avoir des situations un peu différentes, mais dans l'insuffisance respiratoire chronique, très clairement, c'est pas bon. Le TCO2 n'est pas bon. Merci beaucoup. Il n'y a plus de questions, donc il ne me reste que vous remercier. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de messages qui sont arrivés ici pour vous féliciter, pour
vos interventions très claires, très précises. Donc, les gens ont fortement apprécié le webinaire.